Donc ça, c'est très important. Bien sûr, quand on parle du domaine des affaires, je pense que je ne vais pas prendre ça à mes collègues, mais le très important pour nous, d'ailleurs quand on parle un petit peu de la stratégie au Maroc pour les pays de l'Afrique subsaharienne, parce que nous sommes à la 6e édition de la caravane, nous avons fait le Gabon, le Cameroun et le Burkina Faso. Le plus important, en fait, ce n'est pas le cadre conventionnel, parce que ça existe. Nous avons des accords NPF, nous avons des accords de libre-échange, nous avons énormément de choses. Mais le problème, c'est que maintenant, on se rend conscient de plus en plus qu'il faut mettre les hommes d'affaires. Il faut avoir des B2B à même d'avoir des opportunités d'affaires. Ce qu'avant, c'était quelque chose que... Avant, c'était plus des accolades, des amitiés, etc. Mais maintenant, tout le monde sait que s'il n'y a pas les hommes et les femmes d'affaires, les affaires ne peuvent pas se faire. Alors, juste un dernier mot pour la continuité. Je dois dire, juste pour donner un exemple, de l'importance de cette continuité au Maroc, et que ça ne dépend pas des changements de gouvernement. Vous savez que le projet de Renault, donc l'implantation de Renault, il y a eu un débat ici quand même important en France, un débat houleux. L'idée a germé dans la tête de M. Jeto, qui était à l'époque ministre. Et Dieu sait qu'après Jeto, il y avait Salah Din Mzouar, il y avait Ahmed Rida Chani, et c'est quand Amara est venu qu'il y avait l'inauguration sous la présidence de Sa Majesté. Donc c'est dire cette continuité. Personne n'est venu pour dire non, j'arrête, ça ne marche pas, je ne fais pas Renault, je fais Fiat, je fais quelque chose. Donc c'est très important et ça élucide un petit peu cette stabilité dont jouit notre pays. Voilà, merci. Les investissements, l'entrepreneuriat, ce sont des mesures que vous préconiseriez pour monter en puissance au Maroc? Je dois vous dire d'abord que j'ai été extrêmement sensible à ce que vient de dire M. le ministre, notamment sur la composante de l'exemplarité et de la transmission. Je pense qu'il y a quelques années, vous étiez engagé dans le combat contre la corruption en tant que parlementaire. Aujourd'hui, le chemin qui est devant nous, et je dois vous le dire avec force aujourd'hui parce que je me projette un peu dans la salle, je m'y vois il y a quelques années, le seul chemin qui est devant nous est celui de l'exemplarité. Et le plan qui est nécessaire aujourd'hui au Maroc, malgré le climat post-printemps arabe, c'est que la règle de droit prévale et que nous mettions en place un plan national de tolérance zéro. De tolérance zéro face aux infractions, de tolérance zéro face aux incivilités et de tolérance zéro face à tous ces petits arrangements que nous avons avec la réalité qui font que nous sommes tous, Marocains, dans une certaine schizophrénie dans notre rapport par rapport à l'espace public. C'est-à-dire que nous sommes tout à fait capables de formuler un langage de transparence, de lutte contre la corruption, mais en même temps, lorsque cela le nécessite, il peut arriver que beaucoup d'entre nous fassent quelques petits arrangements avec la réalité. Ceci est intolérable, doit être arrêté, et nous devons nous inspirer de l'expérience qui a été conduite par l'université d'Harvard et qui a été implémentée sur la ville de New York, qui s'appelle la théorie du carreau cassé. Je pense que le temps est désormais venu. Pour pouvoir la mettre en place, nous avons besoin de compétences. Et je dirais, Monsieur le Ministre, pour peut-être compléter ce que vous avez dit sur les jeunes qui doivent revenir et faire de l'entrepreneuriat, nous avons besoin aussi de jeunes qui se mettent à l'exercice de l'État et qui se mettent au service de cette volonté de réformer le pays et qui rejoignent les cabinets ministériels. C'est un véritable enjeu, c'est un véritable enjeu, et je pense que si vous êtes animé par le service de votre pays, avoir une expérience au sein d'un cabinet, vous serez mal payé. Vous aurez 15 heures de travail par jour. Vous serez face à la complexité. Vous serez face à des gens qui vous diront « mais il n'y a qu'à, il suffit de, il n'y a qu'à décider de telle mesure, etc. » Mais vous serez dans une ébullition intellectuelle qui fera que vous vous en rappellerez toute votre vie. C'est un message important parce que nous sommes aujourd'hui à 43 ou 44% de taux de participation aux élections. C'est faible. Nous avons besoin de nous engager dans la vie publique. Que nous ayons des idées en commun ou des différences. Mais aujourd'hui, c'est un sacerdoce. C'est un sacerdoce qu'il convient de prendre en responsabilité parce que votre pays, notre pays, est à la croisée des chemins. Je voudrais vous en donner 3 perspectives importantes. En 1999, le Maroc avait 110 km d'autoroute, nous en avons aujourd'hui 1800. Nous faisions 40 milliards de dollars de PIB, nous en faisons aujourd'hui 80 milliards. Je
crois que n'importe quel banquier d'affaires aurait pris ce genre de return. Donc aujourd'hui, c'est un message de responsabilité. Les routes du monde sont en train de changer. Demain, les bateaux ne passeront peut-être plus par la Méditerranée, mais par l'Arctique, en réduisant de 3 ou 4 000 km leur chemin. Nous devons d'être présents, nous devons de repérer les entreprises qui peuvent revenir, et nous avons besoin des talents. 2 ou 3 mesures qui me paraissent absolument importantes, que les grandes entreprises organisent un plan de recrutement des compétences et des Marocains à l'étranger en leur offrant des postes avec une forte visibilité, que les cabinets ministériels également aient des mesures pour pouvoir récupérer des gens, et je suis sûr que parmi vous, dans cette salle, il y a des gens qui ont la conscience de l'État et qui ont envie de s'engager pour leur pays et qui ont envie de travailler dans des mesures, dans des cabinets ministériels, dans un gouvernement de combat. Rappelons-le, parce qu'aujourd'hui, nous sommes à 10 jours d'une augmentation des prix du carburant, hausse que personne ne conteste du point de vue économique, mais nous sommes à la croisée des chemins, nous avons besoin de toutes les compétences, et nous avons besoin de gens qui travaillent et d'esprits qui sont prêts à s'engager pour leur pays dans le respect de ces institutions et de son vivre ensemble. C'est le message principal. S'il y avait 1 ou 2 mesures symboliques extrêmement importantes à prendre, je dirais 1, l'éradication du taxi blanc. Aujourd'hui, c'est une mesure extrêmement importante car c'est la double peine. C'est la double peine. Nous ne pouvons pas, avec 80 milliards d'euros de PIB, un TGV en construction, ramener un investisseur étranger et le faire monter dans un véhicule qui a une moyenne d'âge de 40 ans. Les solutions existent. Je veux dire, c'est la commutation urbaine avec le véhicule, etc. Nous avons un besoin essentiel aujourd'hui, c'est de faire travailler la tête et les gens. Le Maroc ne pourra avancer que si nous avons la tête et les gens. Nous devons avoir cette capacité à nous penser, à nous projeter dans un avenir de 5 ans, mais également de 10 ans, de 15 ans. Il y va du salut de notre nation et de sa place dans le monde. C'est le message que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'imagine, Monsieur Alaoui, que vous aurez pas mal de questions à la fin. J'imagine que vous allez vouloir rebondir à cette intervention. Vous le ferez tout à l'heure. Je vais peut-être vous demander de réagir du coup à ces propositions. Tolérance zéro, la corruption. La salle, elle va réagir dans quelques minutes. Oui, alors, oui, je m'inscris dans ce que vient de dire mon collègue. Oui, bien sûr, je crois que le gouvernement actuel, dans sa déclaration, je pense qu'il a fait quand même de la lutte contre la corruption, de la bonne gouvernance son cheval de bataille. Donc, c'est un combat que nous allons mener. Bon, je dois dire que ce n'est pas facile et ce n'est pas évident. Ce n'est pas facile et ce n'est pas évident, c'est assez compliqué. Nous avons des instances au Maroc qui ont été créées au fil des années, mais c'est quelque chose dont nous sommes conscients qu'il faudrait donner des exemples. Alors ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, c'est un début. Quand on avait publié la liste des agrémentés, je dois avouer que malheureusement, ça n'a pas été très bien applaudi. Ça a été applaudi, mais pas très bien. D'aucuns nous disaient, mais bon, la liste en elle-même, c'est quoi? D'autres disaient, mais il faut, après, qu'est-ce que vous allez faire? Alors que c'était un début, parce que c'était quelque chose quand même, c'était très demandé. Et bon, nous avons tout un projet là-dessus. Je crois que c'est un début de donner un certain nombre d'exemples sur un certain nombre de dossiers qui sont des dossiers chauds, mais c'est quelque chose qu'on partage. Effectivement, c'est quelque chose qui gangrène un petit peu notre système. Bon, n'exagérons pas quand même, on n'est pas les seuls, c'est un mal qui règne dans plusieurs pays du monde. Mais avant d'arriver à la tolérance zéro, nous avons quand même besoin de donner des exemples au départ. Alors maintenant, bien sûr, il est clair que les chantiers qui sont ouverts par le Maroc, c'est des chantiers donc, de gouvernance, de bonne gouvernance, parce que les idées sont là, les ressources humaines sont là. Il faut vaincre un certain nombre de résistances, un certain nombre de mentalités. Il faut vaincre cette économie de rente qui s'est installée au fil des années.
Et bien sûr, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit, c'est Alaoui, c'est que les gens s'impliquent davantage. Bon, c'est un peu difficile, sincèrement. Maintenant, avant, il était en train de parler des cabinats. Les cabinats, c'est 1000 euros, pas plus. Bon. Donc, c'est vraiment dire que il faut avoir de la volonté de s'impliquer. C'est vrai, c'est enrichissant. Et c'est un travail de 8h30 du matin jusqu'à 22h. Quand vous avez un ministre qui quitte son bureau que vers 23h, les cabinets sont obligés de rester. Donc c'est un travail qui est très mal rémunéré, malheureusement, dans notre pays. Mais, moral fait, le plus important, c'est que les gens s'impliquent davantage. Parce que, effectivement, il faudrait qu'on revienne à notre dogme dans lequel la société devrait jouer son rôle pleinement. Et c'est à vous, jeunes, de le faire. Je ne vous cache pas que quand on était en train de discuter cette question des diplômés chômeurs, qui a gangréné notre vie sociale au Maroc, parce que tellement, même les familles en étaient concernées, je crois qu'on est arrivé à une situation où il fallait vraiment arrêter cette hémorragie, de dire que justement, pour vous maintenant, il y a un concours à la fonction publique, et que le mérite l'emporte, parce que nous avons quand même découvert qu'il y avait certaines pratiques qui n'étaient pas très saines, qu'il y avait quand même des trucs qui se sont installés, des parrains, des réseaux, des clients, etc. Et ça quand même, ça nuit à notre pays. Maintenant, on est je pense que sur une bonne lancée qui va être fructueuse. Merci. Mais je voudrais qu'on parle maintenant un petit peu plus d'industrie et notamment des énergies renouvelables. Certains panélistes les ont un petit peu abordés, mais on n'a pas encore véritablement creusé la question. Monsieur Henri-Louis Védy, beaucoup d'observateurs affirment que les énergies renouvelables au Maroc représentent un potentiel de croissance considérable pour le pays. Est-ce que le Maroc sait aujourd'hui les exploiter? Est-ce qu'il y a les moyens financiers et humains? Je crois qu'on ne peut pas traiter ce problème en dehors du problème économique global du Maroc. Parce que, effectivement, le Maroc est actuellement un des leaders en matière d'énergie renouvelable, mais je voudrais revenir un peu sur la problématique globale du Maroc en matière de développement économique. Parce que j'ai essayé, en écoutant tous nos collègues parler, de réfléchir à ce qui me restait à dire pour ne pas répéter ce que vous aviez déjà entendu. Alors, il y a quelques points que j'aurais mis plus particulièrement en évidence. Tout d'abord, rappeler d'où vient le Maroc. Vous l'avez dit, monsieur le ministre, mais je crois qu'on n'a pas assez insisté là-dessus. Le Maroc n'a pas de ressources, sauf les phosphates. Le Maroc a comme partenaire principal l'Europe et plus encore la France. L'Europe et la France sont en crise. Le Maroc est confronté à la mondialisation et plus particulièrement à la concurrence de l'Asie sur les textiles. Donc, ce qui me frappe dans le développement économique du Maroc, c'est de relever tous ces défis. Tous ces défis. Et d'avoir réussi là où d'autres ont échoué. Bien sûr, il y a l'énergie. Quand on parle du développement des provinces du Sud, là encore, il faut rappeler, ceci a été rappelé, l'effort du Maroc porte d'abord sur les infrastructures. Ensuite, sur la mise à disposition d'électricité et d'eau, sans lesquels on ne peut pas parler de développement économique. Des milliers de kilomètres d'autoroutes ont été tracés. On ne dit pas assez que des aéroports ont été créés, que des ports ont été aménagés, que tout ça constitue un enjeu et un défi considérable et que tout ça est consommateur d'énergie. Madame a souligné que les indicateurs du Maroc, globalement, étaient au vert. Ceci est tout à fait vrai. Et on ne peut que s'en réjouir. Sauf un, celui qui consiste, bien sûr, comme pour la France, au déficit cruel pour notre balance des paiements du problème énergétique. Donc ça, bien sûr, on le sait. Et on sait aussi que, dans un premier temps, le Maroc ne pourrait pas aller vers les énergies renouvelables. Pour une raison très simple. Le Maroc avait une course contre le temps. Et pour aller vite, on ne pouvait utiliser que l'énergie fossile. Comment mettre l'électricité à disposition dans les provinces du Sud si on se lance sur le programme solaire ou éolien? Pour gagner cette course contre la montre, il a fallu d'abord passer par le programme classique d'énergie fossile.
Mais le Maroc a su utiliser et ses ressources, qui sont l'eau et le soleil, le vent et le soleil, pardon, et l'eau aussi, car je crois qu'on oublie souvent tout le programme qui a été fait sous l'autorité d'Hassan II sur l'utilisation des barrages pour déjà réduire la dépendance énergétique du Maroc. Et aujourd'hui, effectivement, le Maroc est engagé sur un plan solaire remarquable et un programme éolien dans le cadre de Desertec aussi, dont il faut souligner l'existence. Ce programme est exceptionnel, pourquoi? D'abord parce qu'il est conforme à une vision régionale du développement économique au Maroc. Moi, je me plais à souligner qu'au Maroc, il n'y a pas de région orpheline. Lorsque j'ai écrit un livre sur le développement des provinces du Sud, on m'a dit, mais il ne se passe rien ailleurs. C'est faux, totalement faux. En même temps, on développait Tanger, Tanger-Med. Maintenant, pour faire court, on développe la région d'Oujda à travers l'oriental. Il y a la rocade méditerranéenne qui est en train de se créer, programme d'infrastructures considérable. Le Maroc est sans doute celui qui a le plus contribué à rallier l'Afrique à l'Europe. Et là encore, par les voies maritimes, par les voies routières, par les voies aériennes. Je crois qu'il faut le souligner et vous féliciter d'avoir fait ce que les Européens n'ont pas toujours été capables de faire, mais dont ils seront aussi peut-être parmi les premiers bénéficiaires. Donc je voudrais dire ceci et dire surtout à tous les jeunes qui sont ici un double message. Un message de fierté et un message d'espérance. Moi j'ai la chance d'avoir des étudiants d'HEC et je voudrais savoir 2 ou 3 qui sont ici aujourd'hui et leur dire oui effectivement, bien, n'oubliez pas, non pas le Maroc, n'oubliez pas la France quand vous retournerez travailler avec le Maroc. Parce que je crois que vous serez les meilleurs ambassadeurs pour créer et renforcer des liens fraternels entre nos 2 pays. Donc oui, l'énergie, c'est fondamental. Ça permettra au Maroc de réduire sa facture énergétique, mais on nous l'oublie aussi de vendre de l'électricité à l'Europe. Et ça encore, c'est pas connu. Mais le programme d'énergie durable porte aussi sur une option d'exportation. Et je voudrais enfin, pour terminer sur cette question, insister sur un élément aussi dont je n'ai pas entendu parler pendant les différentes interventions. Je crois que le Maroc a une image tout à fait fausse d'absence de développement durable est un leader actuel de l'Afrique en matière de développement durable. Alors qu'on a l'image de Casablanca. Mais il faut oublier l'image de Casablanca. Il faut savoir tous les efforts qui sont faits actuellement depuis 10 ans sur les énergies renouvelables, mais aussi sur le développement durable. Et ça fait partie tout à fait du programme d'énergie renouvelable. Voilà ce que je voulais dire. On va terminer par l'industrie, mais pas par l'énergie et le développement durable, les énergies renouvelables, mais plus par l'aéronautique, puisque Jean-Jacques Van der Sleep, vous êtes représentant de Safran ici. Il y a quand même au Maroc une ruée sur le secteur aéronautique. Après Safran et EADS et Bombardier qui s'est installé à son tour. Alors pourquoi cette ruée vers ce secteur, au Maroc en particulier ? Je pense que ça correspond certainement d'abord à une vision stratégique de Sa Majesté, Mohamed VI, pour le développement de son pays. Je pense que ça passe d'abord par là. Vous parliez, Monsieur le Ministre, de feuille de route, bonne ou mauvaise, mais l'axe est engagé. L'autre aspect, c'est peut-être tout l'ouverture économique et le plan de modernisation engagé qui offre un balisage stratégique relativement fort. Ça, c'est un deuxième point. Les différents plans émergence, notamment aéronautiques. Et puis je peux me permettre peut-être de saluer, Monsieur le Ministre, votre prédécesseur, Monsieur Chamy, qui a eu là aussi une vision importante, et y compris Monsieur Hamid Ben Brahim Al-Andalousi, qui a porté les fonds baptismaux de l'implantation de Safran au Maroc à partir de 99. Donc en fait, tous ces visions, ces plans offrent une lisibilité indéniable et en matière d'investissement, et là les banquiers
continueront pas, c'est vraiment nécessaire. Alors Safran, au Maroc, donc nous sommes implantés sur nos trois activités, aéronautique, défense et sécurité. Nous avons 6 filiales dans les domaines de la maintenance des moteurs, avec la création de SMES, donc Safran Maroc Engine Services, qui a démarré en 99, de l'ingénierie avec Safran Engineering Services, du câblage, comme je le soulignais tout à l'heure, avec Matisse et puis Laminal Maroc, et les nacelles de moteurs, c'est-à-dire les enveloppes que vous avez autour des moteurs, sont des parties qui ont l'air anodines, mais qui sont très importantes, aussi bien pour le bruit, l'incendie et la sécurité des vols. Et enfin, des cartes d'identité avec Morpho. Alors, toutes ces installations, ces implantations ont permis d'atteindre un effectif de 2700 personnes, donc ingénieurs et techniciens. Alors, nous sommes essentiellement implantés sur le pôle de Casablanca, donc Noissair, qui effectivement permet de couvrir un large spectre de tous nos métiers. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une industrie ne peut pas se développer seule. Il y a besoin d'un biotope, et peut-être là, il y a des lignes de force pour vous, puisqu'on demande à certains jeunes d'être entrepreneurs. Il y a effectivement peut-être des pistes à creuser. Donc l'emploi des jeunes pour nous est très très important. La moyenne d'âge est de 29 ans. Par contre, il y a une dimension de féminisation, comme je le disais tout à l'heure, relativement forte, et c'est la seule au monde en ce qui nous concerne, puisqu'il y a 70% de l'ensemble du personnel est féminin, et l'encadrement, encore une fois, est de 35%. Mais ce qui est intéressant, c'est effectivement le cœur du métier, parce qu'au-delà des affaires, c'est avant tout des hommes et des femmes, et des femmes et des hommes. Et le groupe Safran, avec l'aide des autorités, a créé récemment, et avec l'IUMM et le GIMAS, un centre de formation, l'IMA, l'Institut des métiers de l'aéronautique. Alors c'est effectivement géré par le GIMAS, mais nous y avons fortement contribué. Nous avons récemment nommé donc l'adjoint à cette structure, et y compris avec l'idée de prendre en charge la direction des études. Alors ce centre a été ouvert en mai 2011 par Sa Majesté. Il a formé 250 techniciens et a pour objectif, donc dans des formations aussi bien ab initio qu'en middle management, de former 800 personnes à l'horizon 2014. Bon, ce qui est intéressant maintenant pour Safran, c'est surtout peut-être d'utiliser et d'arriver à une phase que j'appellerais peut-être de take-off, et c'est la page que nous allons écrire, Monsieur le Ministre, pour effectivement se servir du Maroc comme plateforme de réexportation. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Vous êtes dans une zone à démographie galopante. 80% des produits que nous consommons dans 15 ans n'existent pas, donc il va falloir certainement y réfléchir, mais ça ne sera plus une réflexion à sens unique. Je pense que ce sera une réflexion partagée, dans le sens où on pourrait peut-être faire de la R&D externalisée, c'est-à-dire que sur un certain nombre de sujets, vous allez penser, vous-même, depuis le Maroc, depuis la base marocaine, des produits qui, si effectivement l'industrie ne peut pas effectivement les accompagner, bien sûr il y aura une réflexion commune sur les bases qui devront être jetées à ce moment-là, mais c'est un vecteur qui est relativement important et très dimensionnant pour nous. Bon, j'en reviens pas, c'est vrai que le business de demain, comme l'a souligné Thierry et puis monsieur le professeur, c'est avant tout de la logistique. Et la base logistique et la proximité des clients, du fait de la recherté des transports, rend effectivement la position marocaine dans une situation de dynamique de lancement. Pour le monde aéronautique double d'activité. Enfin, nous sommes dans une bulle. Le secteur double tous les 15 ans. Donc sur les domaines qui nous concernent, il y a effectivement du pain sur la planche. Mais en même temps, la technicité des produits font que nous sommes dans un jeu engagé, et ça a été rappelé par la compétitivité tout à l'heure, où il faudra mettre de part et d'autre des moyens, aussi bien du côté marocain, et Safran est prêt à relever le défi. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Alors comme promis, c'est maintenant à vous de poser les questions. J'imagine que vous en avez beaucoup, donc des micros, a priori, vont circuler dans la salle. N'hésitez pas. Oui, des questions plutôt courtes, s'il vous plaît, puisque évidemment, on n'a pas beaucoup de temps. Il faut que beaucoup de gens puissent intervenir, donc courtes, s'il vous plaît. Merci. Bonjour à tous, Naïma Kanchi, je suis consultante. Donc 3 petites observations très très courtes. Vous avez parlé des ressources humaines. C'est vrai que là, je ferai juste une petite observation par ma propre expérience personnelle. Il y a beaucoup de Marocains, que ce soit étudiants qui vivent ici, qui veulent repartir au Maroc. Le profil de la compétence marocaine, elle se divise en deux. Il y en a qui viennent seuls en laissant une famille après leurs études de repas. Pour cela, il n'y a pas de problème de trouver un travail, de se réintégrer. Maintenant, surtout vous, monsieur le ministre, j'aimerais attirer votre attention sur ce qu'on appelle les MRE. Les MRE qui ont grandi, qui sont nés ici, qui veulent vraiment repartir. Et ceux-là, quand ils arrivent là-bas, en général, le taux de réussite est très très faible parce qu'il n'y a pas de structure pour les accompagner. Parce que pour eux, pour moi personnellement, il n'y a pas de différence entre un Marocain, par exemple, qui est en Allemagne, en Hollande, qui ne parle pas du tout ni l'arabe, et un étranger qui vient. Et quand il arrive, il n'y a aucune structure. Par exemple, la France le fait pour des pays où on va s'expatrier. Donc il faudrait peut-être réfléchir à comment accompagner pour aider. Comme il y a des guichets uniques pour la création d'entreprises, peut-être des structures associatives ou gouvernementales, comment accompagner ces jeunes pour se réintégrer après une absence de 20 ans ou une jamais présence au Maroc. La deuxième chose, vous avez parlé tout à l'heure aussi de compétitivité. C'est vrai que les entreprises marocaines, j'en connais quelques-unes, sont de plus en plus compétitives. Et là, ce que j'observe, c'est que, bon, par les lois du marché, il y a aussi beaucoup d'entreprises étrangères, notamment françaises, qui prennent des parts de marché dans l'économie marocaine. Je viens de revenir, j'ai vu que la Belleville, maintenant, c'est devenu Carrefour, donc c'est bien, c'est les lois du marché. Mais, et la dernière fois, j'ai assisté à un débat, comment faut-il faire? Parce que pour sauver les petites entreprises marocaines qui, forcément, de fait de leur niveau de qualité, ne pourront pas faire concurrence aux entreprises étrangères. Alors, est-ce qu'il faut laisser, comme ça va entraîner les entreprises marocaines à s'améliorer? Ou alors, est-ce qu'il faut prendre des mesures un peu pour les protéger? En France, pendant les élections présidentielles, on avait dit acheter français pour sauver les emplois. Est-ce qu'on va devenir un jour dire acheter marocain pour garder les entreprises marocaines? Et troisième chose, pour M. Al-Alami en particulier, je suis très très contente de voir le développement de son groupe en Afrique. Il y a quelques années, j'ai fait une petite mission dans une entreprise marocaine et ils voulaient se développer à l'international. Ils se disaient non, on va aller au Maghreb. J'ai dit non, allez en Afrique parce que c'est un grand potentiel. Et je suis très contente de voir. J'ai été en Afrique de l'Ouest à plusieurs reprises et je suis très heureuse de voir qu'il y a Tijari, qu'il y a de plus en plus d'entreprises marocaines implantées. Et moi qui interviens aussi dans un dossier politique, vous connaissez M. Védier, je pense que le développement économique des entreprises marocaines, notamment en Afrique, est un complément utile et nécessaire aussi à la diplomatie en général. Et donc on a vu notamment dans le dossier du Sahel, juste je termine la conclusion, et on a vu notamment que grâce à l'économique, la position marocaine sur le politique se développe. Je vous remercie. On répond à ce niveau-là. Juste 2 points. Merci pour votre mot gentil, mais je dois vous dire que moi je suis un opérateur économique. Je ne fais pas de diplomatie, je ne fais pas de politique. Je fais du business. Je vais emprunter mon ancienne casquette de président du patronat pour vous donner 2 commentaires. Je demandais, et je demanderai toujours, aux opérateurs de se mêler de ce qui les regarde. Faites en tant qu'opérateur de l'argent. Je sais qu'on est dans un pays où l'argent n'est pas très bien vu, et c'est une erreur lourde. Je le dis à mes politiques amis français. Je ne veux pas qu'on soit contaminé au Maroc. Attention. Un opérateur ne travaille que quand il a une perspective de faire de l'argent. Le jour où on n'aura plus ça, on sera mort. Il n'y a pas une économie qui tient parce que je suis un opérateur, je fais de l'économie pour être socialement responsable exclusivement. C'est pas vrai. À chaque fois qu'un opérateur me dit ça, je m'en méfie comme de la peste. Quelqu'un qui vous dit je fais ça pour de la diplomatie exclusivement ou pour être responsable socialement, sachez qu'il vous cache quelque chose. Prioritairement, il faut que les entreprises soient rentables.